Les pratiques artificielles de sélection sur les qualités phénotypiques des plantes et des animaux, récemment amplifiées en action de mutation sur le génome génotypique, trouvent des prolongements chez l'homme. Ainsi, en moins de 50 ans, le nombre des critères de sélection des embryons humains dans les techniques de procréation médicalement assistée, la PMA, a progressivement augmenté, notamment en France, jusqu'aux révisions les plus récentes des lois de bioéthique. Longtemps pratiquées au moment d'une amniosynthèse lors des grossesses à risque, ces techniques concernent maintenant le développement du diagnostic pré-implantatoire et augmentent le potentiel sélectif proposé aux parents. Au jeu du quiz, voit-on derrière la réponse immédiate « progrès » ou « bonus » qui jaillit face à ces questions, ce qui est établi depuis des temps immémoriaux pour végétaux et animaux et que rappelle Jacques Testard pour l'homme, c'est-à-dire que la sélection fragilise. Qui soumet à la réflexion de santé publique les effets de l'élimination de nombreux faibles, entre guillemets, sur la sélection de populations de colosses au pied d'argile, notamment face aux prochaines pandémies, elles-mêmes produites par la sélection des germes résistants, favorisées entre autres par l'usage temporairement automatique des antibiotiques, mais aussi par la perte de la biodiversité. Comment, dans toutes ces sélections, comme dans les actions de modification artificielle des séquences naturelles du génome que permettent les récents ciseaux à ADN, le CRISPR-Cas9, est-il critiqué le passage de l'individuel au collectif, c'est-à-dire le risque sanitaire, politique et moral du progrès technique? Dans les cartes de notre quiz, on trouve également celle de l'hybridation. A été intégrée de longue date maintenant une hybridation homme-animal, comme les valves cardiaques de veaux, de porcs. Une hybridation homme-machine, où la machine effectue une réparation, une quasi-restauration du potentiel de la personne, comme la prothèse de hanche. Ces hybridations n'ont pas remis en question la représentation commune de la nature de l'homme. On rappellera que les greffes homme-homme, organes, portions de visage, ont parfois été vécues par les intéressés comme des hybridations plus étrangères à leur nature que celles avec la machine, notamment quand venant d'un donneur de sexe opposé. Parallèlement, progrès faisant, après le pacemaker, l'implant cochléaire, la machine inerte hybridée a de plus en plus été activée, tandis que s'opérait un glissement de la réparation vers l'augmentation. Quelle acceptabilité personnelle et sociale a une main bioionique implantée pour compenser une amputation ou une malformation et qui assure une rotation à 360 degrés? Ça existe. De là, comment penser les applications militaires des augmentations? Et quelle place accorder aux convictions transhumanistes? Comment situer encore les nouvelles actions sur le cerveau? Ici thérapeutique, mais renouvelant ailleurs l'hygiénisme répressif de la lobotomie, à l'instar des traitements actuels des morphinomanes en Chine. Or, à l'inverse d'un dépassement critique, plus la technique apporte du codable et de l'opératoire, plus elle nourrit une démesure, une hubris, que ni la machine, ni l'animal, ni la plante ne partagent avec l'homme. À cet égard, à la démesure de la bioéconomie nourrie de données répond, comme en miroir, la démesure des désirs individuels, devenus faits de société, tétanisant les esprits critiques à distance des enjeux du vivre ensemble. Cette démesure des désirs se repère dans les cartes du quiz par les jokers fantasmatiques. La pratique de la reproduction, depuis toujours très propice au fantasme, recèle plus que jamais celui d'une technicisation totale, par une sélection de gamètes et une gestation entièrement technicisée. Cet au-delà de la prévision d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes éliminerait du jeu l'actuelle carte du recours quasi systématique aux césariennes aux États-Unis, elle-même fondée sur le fantasme que les risques de l'anesthésie et de la chirurgie seraient moindres que ceux de l'accouchement naturel. Fantasme et déni sont intimement liés face au progrès. À la question de l'homme, quaestio des hominés des anciens, l'histoire des idées avait répondu par une dialectique du quid, qu'est-ce que l'homme, et du quis, qui est l'homme. Avec Hiroshima et la mort de l'homme par l'homme, cette dialectique longtemps féconde a littéralement explosé. Et cette explosion, concomitante de celle de l'espace et du temps portée par le progrès technoscientifique,
saturant les capacités de mémoire, image et raison de l'entendement humain naturel, a laissé la philosophie traditionnelle, le soulignait Michel Serres au début de ce siècle, sans voix. Or, nous sommes à ce moment où, après la mort de Dieu et les relents du vaniteux surhomme annoncés par Nietzsche, après la mort de l'homme humaniste attesté au XXe siècle par Foucault, le projet des Lumières est devenu tangible en dépassant sa cible. Michel Serres nomme hominescence ce processus d'auto-hominisation où l'histoire, la biologie et les sciences exactes marchent ensemble, où l'homme agit, choisit, transforme de plus en plus sa naissance, son corps, son cerveau, sa mort, in fine, sa nature. S'il reste ballotté tant par ses désirs que par les flux de données mondiales d'un quiz omnivalent, l'homme risque bien d'être collé et de perdre la partie face à la bioéconomie, à moins qu'il ne s'approprie sa nouvelle nature, indiquée par Michel Serres dans Petite Poussette, et qui est d'être maintenant, tenant en main, le monde, omnipotent, l'outil ordinateur, nommé au début du XXe siècle d'après le grand ordonnateur de la théologie médiévale, le Deus Ordinator, permet le traitement algorithmique de quantités massives d'informations mémorisées, d'images, de processus rationnels au service de l'homme, transcendant sa finitude naturelle. Cette omnipotence, dit encore Michel Serres, le somme de devenir intelligent. C'est là la condition de notre souveraineté politique et anthropologique, ce qui suppose d'allier chez l'utilisateur, tel le Dieu ancien, omniscience et infinie bonté, Sophia et Philia. C'est ainsi que, pour ne pas rester collé au jeu du quiz global fragmentant les connaissances, mieux pour permettre le dépassement du quiz en réintroduisant des réponses longues aux questions complexes, la philosophie, qui porte la réflexion de l'homme dans la cité devenue monde, est obligée de repenser ses méthodes et ses engagements. La diffusion de son exercice dès l'école primaire, comme le pratique et le promeut Edwige Chirouter, philosophe nantaise et experte auprès de l'UNESCO pour le développement de la philosophie avec les enfants, outil de transformation sociale, ou Christelle Potier, ici même, cette année, pour vos enfants, apparaît comme un contrepoint urgent et nécessaire par rapport aux apprentissages de la programmation numérique que l'éducation nationale intègre sans concept aux premiers enseignements. Cette appropriation précoce et bien évidemment continue d'une philosophie engagée, citoyenne, populaire, comme celle que vous a proposée dès le début de ce même millénaire depuis 20 ans cette année, Philosophia et les rencontres de Sophie, met au travail un désir d'alliance du je et du nous qui libère l'esprit critique de la tétanisation face au progrès. Grâce à ce dépassement du quiz en problématisation collective des questions complexes, la gestation potentialisée de l'omniscience en cours enfantera-t-elle des hommes et des femmes d'une nouvelle nature, des générations de petits et de grands ordinateurs infiniment bons.